À partir de là, à partir du moment où on étend ce concept de santé, on va avoir tout un vocabulaire de valorisation des synergies, des collaborations, de l'interdisciplinarité, tout ça qui va se mettre en place de façon récurrente. Et donc la question, c'est est-ce que ça fonctionne et comment et quels sont les objectifs derrière ces éléments-là. Alors là, quand on lit le tout dernier rapport du Conseil scientifique Covid-19, donc c'était en février, hein, c'est vraiment le tout dernier, ils se sont réunis et ils nous disent que l'urgence est de passer à une vision univoque de la santé, une vision intégrée, plus englobante et holistique. Donc, ils ont vraiment employé tous les termes les uns à la suite des autres pour nous dire que voilà, il faut penser en commun, il faut penser ensemble. En soi, c'est vrai, mais derrière, c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, comme moi, ma discipline, c'est la philosophie, je suis un peu les préceptes kantiens quand j'ai un nouveau concept. D'abord, on a vu ce que c'était, et puis maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'évoque? Pourquoi est-ce qu'on le mobilise? Bien sûr, parce qu'on a vécu une situation sanitaire qui nous pousse beaucoup plus qu'avant, parce qu'on est dans une situation écologique qui ne nous laisse plus trop le choix. Mais il y a autre chose, je crois, qui se joue, peut-être l'envie de créer du lien. Il y a aussi une crise sociale de lien dont la visio, par exemple, est un des phénomènes auxquels on assiste. Moi, dans mon activité, parce qu'on m'a demandé de faire un retour d'expérience, donc je fais des conseils en philosophie, dans mon activité, ce manque de lien-là, il est criant dans différents secteurs professionnels. Si je dois prendre, je pourrais des exemples peut-être plus tard, mais en tout cas, dans un système mondialisé où les phénomènes sont de plus en plus complexes, l'envie, la curiosité d'aller voir vers d'autres disciplines se fait de plus en plus grande. Mais il y a aussi un autre élément, à mon avis, plus important avec One Health, qui est la dimension politique, la stratégie politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le mouvement de sensibilisation à l'écologie est tellement peu opérant. On a utilisé les termes de développement durable. Bon, ça a marché un petit peu, mais finalement, on voit bien qu'on est loin de sortir de notre situation écologique. Alors, on tente de faire une extension du concept de santé à l'intégralité du vivant pour essayer d'amener de la considération à l'intégralité du vivant. C'est-à-dire que plutôt que de dire la santé est réservée à l'humain et on doit s'occuper du reste vis-à-vis de l'humain, on va essayer de se dire que les milieux ont une santé, on doit préserver leur santé, que chaque animal, chaque espèce animale ont une santé qu'il s'agit de préserver. Donc c'est une espèce de volonté de changement de paradigme qui s'exprime à travers un concept, One Health, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en espérer de ce One Health en termes de limites, pas d'inconvénients, mais de limites. Le premier, c'est que ça reste quelque chose d'assez instrumental. En philosophie, on appelle ça un nexus. One Health, c'est un terme qui, en fait, est flou, est assumé comme flou. Une santé. Bon, très bien. C'est flou, mais du coup, c'est fédérateur. Si vous voulez, c'est un peu comme les termes de fraternité, de liberté. On peut avoir un étendard comme ça, One Health. D'ailleurs, il y a un affichage massif partout dans les colloques. Les ministères l'affichent en permanence. L'OMS le revendique. L'OIE, pour la partie zoonose, maladie animale, le revendique partout. Donc, le problème de One Health, c'est qu'il est surmobilisé et donc instrumentalisé. Mais il a la vertu, du coup, de se diffuser facilement. Et finalement, ce qu'il engage, c'est une modification de nos rapports au travail, de nos rapports à la science, de nos rapports à l'interdisciplinarité qui est le thème d'aujourd'hui. Donc finalement, ce n'est pas si idiot que ça de venir chercher ce concept-là. Et à titre d'exemple, puisque c'est pour ça que vous nous avez conviés tous les deux, par exemple, en restauration collective, qui est un des secteurs que je connais bien dans le conseil, c'est quelque chose qui est arrivé avec force parce que ça faisait sens d'inviter des agronomes, d'inviter des philosophes, d'inviter des biologistes, des médecins, des vétérinaires dans des cuisines centrales où les gens en fait faisaient de l'alimentation qu'on peut qualifier d'irresponsable sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire aussi, puisqu'il s'agit en général de vider des sacs
en plastique de nourriture industrielle à des personnes qui sont en face, qui peuvent être des gens qui travaillent en entreprise, qui peuvent être des gens qui sont en milieu hospitalier, donc ce qui me pose un énorme problème étant donné que l'alimentation est un soin. Et puis tout ce qui est école, tout ce qui est prison, tout ce qui est établissement en général public et privé. Et donc, le fait d'arriver collectivement en interdisciplinarité dans ce genre de lieu, ça permet aux individus qui sont de comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent changer leur pratique. Et ils n'auraient pas ça s'ils avaient simplement un conseiller en développement durable qui viendrait intervenir. C'est parce qu'ils ont en face d'eux un médecin qui donc porte une voix scientifique, un philosophe qui porte une voix éthique, un agronome qui porte les enjeux du monde agricole. Et donc, ça va pouvoir se mettre en place grâce à ça. À partir de là, eh bien, le cuisinier de la cuisine centrale va rentrer en contact avec l'agriculteur du coin qui, lui, produit son alimentation, l'alimentation de façon plus responsable. Et le convive, au bout du bout, va avoir une alimentation plus saine, dans un milieu de convivialité où il y a plus de respect les uns envers les autres, puisqu'on sait qu'on s'inscrit dans une chaîne de valeurs qui fait sens. Donc, One Health, ça sert ça, en fait. Ça sert à être une espèce de leitmotiv qui justifie quelque part l'interdisciplinarité et qui l'incarne dans ce genre d'organisation. Pierre Souvet va sûrement vous en parler aussi, mais l'antibiorésistance, c'est un des phénomènes qui éclaire bien ce concept One Health. L'antibiorésistance, donc normalement, je ne sais pas quelles sont vos spécialités à vous tous, mais simplement le fait que les antibiotiques ont une action limitée aujourd'hui, que la résistance bactérienne se développe de plus en plus. Quand le problème a été saisi initialement, ce sont des médecins qui s'y sont intéressés, des scientifiques dites de sciences dures. Donc, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux sciences sociales. Elles n'ont pas vraiment été mobilisées, à part peut-être un sociologue, Nicolas Fortanet, qui s'est intéressé au sujet, mais ils étaient assez peu. Et résultat, on a pensé le phénomène d'antibiorésistance comme un problème de gestion des antibiotiques. Donc, on dit antibiotic stewardship, vous voyez ça partout dans toutes les organisations internationales. Nous avons un phénomène d'antibiorésistance massif parce que nous avons trop utilisé d'antibiotiques. Et donc, la meilleure stratégie, ce serait de culpabiliser les médecins qui en prescrivent trop, les vétérinaires qui en prescrivent trop, les patients qui en demanderaient trop, et puis les clients vétérinaires qui en demanderaient trop. Bon, alors on a culpabilisé beaucoup de gens comme ça, et puis en fait, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'en France, on reste un des plus gros consommateurs d'antibiotiques et que l'antibiorésistance est loin d'être un problème réglé. Et donc, on commence à se rendre compte avec l'arrivée des sciences sociales, mais aussi avec des écologues et autres disciplines, que finalement, l'antibiorésistance doit être pensée du point de vue de ce que c'est qu'un médicament antibiotique, donc de son histoire, de l'organisation industrielle qu'il y a eu autour, et donc c'est un enjeu éthique. Comment est-ce qu'on pense le soin? Comment est-ce que les médecins se sont retrouvés à penser leur pratique à travers l'usage d'un médicament? Donc comment la médecine devient technoscience? Toutes ces choses-là sont en train de commencer à être pensées. Et sur la partie manque de connaissance du fait de s'être centralisé sur l'usage antibiotique, on a oublié, et ce n'est qu'un exemple, que par exemple les biocides sont l'une des causes de modification des bactéries qui résistent parce que les gènes se transfèrent entre bactéries, même d'espèces différentes, et que notre usage de produits type lessiviels, désinfectants, etc., va provoquer une antibiorésistance. Ils sont très très peu aujourd'hui, Pierre Souvet en fait partie, à porter ce message, donc quelques médecins, parce qu'en fait, on n'a pas pensé dans l'ensemble quelle était notre relation aux bactéries, quelle était notre relation au vivant. Donc, c'est focalisé sur le médicament antibiotique qui marchait moins bien et non pas sur comment est-ce qu'on a pensé le soin à travers ça. Je sais que vous avez faim et donc je vais bientôt terminer mon propos pour laisser la parole à Pierre. En philosophie, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Pierron qui travaille sur le concept d'écobiographie. Il nous dit que pour que la pensée, pour que l'écologie politique se mette en place, il faut d'abord une écologie individuelle. Autrement dit, quand je me raconte, quand je parle de moi en tant qu'individu, il faudrait arriver à non pas simplement parler de qui je suis,
mais de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est une foultitude de bactéries, c'est une foultitude d'interactions internes et externes avec le vivant. C'est une foultitude de souvenirs aussi que j'ai quand je me raconte. C'est moi dans un milieu, toujours. C'est moi avec d'autres vivants, toujours. Et cette idée-là, une fois qu'elle est intégrée, une fois qu'on comprend finalement qu'on est, et vous le savez tous, constitué de bactéries, ça veut dire qu'on n'est pas simplement le lieu où résident des bactéries qui nous permettent de tenir en bonne santé, c'est carrément qu'on ne peut pas vivre sans, donc nous sommes bactéries. C'est la division du soi et du non-soi. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est autre? La division est scindée à ce moment-là, à partir du moment où on considère, sur le plan même éthique, que nous sommes composites et que nous ne sommes pas un individu avec un environnement distinct. One Health, en fait, c'est ça, que ça invite à penser. Alors, on est loin de l'avoir vraiment fait dans les institutions, mais on est en train de tendre vers ce type de représentation-là. Et puis, pour finir, comment ça se concrétise pour nous dans la recherche et dans les différents domaines qui nous occupent? Peut-être que la première des choses, et là ça a été très bien incarné par les personnes qui ont pris la parole avant moi, c'est de refuser tous les appels à projets, toutes les organisations qui fonctionnent en silo, donc en permanence appelées à de la diversité, penser à des disciplines auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, penser à des professions, des secteurs d'activité auxquels on n'aurait pas forcément pensé quand on a un problème de société et en particulier des problèmes bioéthiques comme on en a en permanence. Et donc tout ce qui est appel d'offres, etc., arriver à les penser, mais là, comme ça a été fait dès l'amont. Et puis, c'est un travail épistémologique aussi, d'arriver à se demander soi, comment est-ce qu'on produit de la connaissance, et comment est-ce qu'on produit de la connaissance disciplinaire, certes, valorisée académiquement, certes, mais qui arrive à se croiser avec d'autres disciplines dans la constitution même, et pas une fois que c'est fait, on discute. Mais vraiment, comment est-ce qu'on arrive à créer de la connaissance, à en produire en commun. Là, par exemple, moi, j'ai créé un collège qui s'appelle le collège One Health, où on essaye de partir de zéro, on se rassemble entre disciplines et on essaie de penser les problématiques qui nous viennent de l'extérieur, celles des entreprises, celles des hôpitaux. Et on prend le problème et on se dit on va le penser ensemble dès le départ. Ça, c'est une des perspectives que nous offre le concept One Health. Donc, bref, pour terminer et pour rebondir sur votre conclusion et faire un peu de même, je crois que l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, en fait, ce n'est pas un objectif en soi. On s'en moque de la revendiquer pour la revendiquer, c'est très bien, mais en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir à travers l'interdisciplinarité. À mon avis, on peut obtenir deux choses. En tout cas, c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est un usage démocratique de la science, c'est-à-dire arriver à concevoir des connaissances en commun au sens démocratique athénien, au sens du démos véritable, c'est-à-dire qu'une voix vaut toutes les autres. On ne sait pas de qui va émerger la vérité au moment où on se rassemble. Peut-être que ce sera le biologiste qui arrivera à appréhender le mieux le problème ou le phénomène. Peut-être que ce sera le poète. Peut-être que ce sera l'entomologiste, etc., etc. Donc, il y a vraiment un enjeu d'arriver à ne pas théoriser après coup, mais construire la science en commun, comme là, ça a été un exemple. Et puis, le deuxième enjeu extrêmement important, c'est l'enjeu écologique, puisque tout est écologie. Oikos Logos, notre façon d'habiter le monde, c'est ça, l'enjeu interdisciplinaire, à mon avis, il se situe dans cette capacité à vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, c'est au sens de l'autre avec un grand A. Tous les autres, tout vivant confondu, tout milieu confondu, comme le disait le philosophe Lévinas. Et finalement, notre rôle à nous dans le milieu académique, c'est sans doute de nous considérer aussi comme soignants, c'est-à-dire de ne pas déléguer le rôle de soin aux médecins, aux infirmiers, aux gens qui travaillent dans le milieu social, mais d'appréhender notre recherche même comme un soin de la société. Et One Health, c'est une des façons de le faire. Les interdisciplinarités pour le vivant, pour l'éthique et par la connaissance. Je laisse Pierre parler parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole. Merci
Léonie, ça fait du bien d'entendre des philosophes. Alors, hier, on a parlé un peu ensemble et on vous rappelle ce que disait Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Et le meilleur exemple, c'est nos microbiotes, puisqu'on vous parlait de nombre de virus, de bactéries. Nous avons à l'intérieur de nous quand même entre 1000 et 100 000 milliards de micro-organismes, bactéries, virus, etc., qui vivent à l'intérieur de nous. Et il y a même un de nos biologiste chef qui, dans un hôpital, va essayer de réensemencer avec les bonnes bactéries certains quartiers de l'hôpital, bon, pas le bloc, parce que dès que vous laissez la place, vous détruisez mal les bactéries, vous laissez la place aux mauvaises qui prolifèrent. Et donc, on va réensemencer les lieux communs, les chambres, avec des bonnes bactéries. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas seuls. J'ai mis quelques diapos, mais rapidement. En effet, on est tous dans la culpabilisation et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Et je donne cet exemple parce que vous pensez que manger moins gras, moins salé, moins sucré et ne pas fumer, évidemment, il ne faut pas fumer, ça suffit en termes de prévention sanitaire, bien sûr que non. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais l'OMS nous dit que pour l'environnement, parce que nous, au départ, et je remercie la SFSE. Voyez un premier exemple, la Société francophone de santé et environnement qui est invitée à cette réunion nous a demandé à l'ACEF, Santé et Environnement France, qui est constituée que de professionnels de santé sur tous les sujets santé et environnement, de venir à cette réunion. Donc, premier exemple, la mutualisation. Autre exemple, l'assistance publique des hôpitaux de Paris sort des MOOC sur la femme enceinte, sur les fameux 1000 jours, autre slogan, hein, un peu comme One Health, autre slogan, pour protéger l'enfant à naître des toxiques environnementaux. Eh bien, nous avons décidé de nous associer, même si c'est eux qui l'ont fait. Il faut arrêter, comme font beaucoup de structures, c'est moi, c'est comme ça. C'est le message qui compte. Et plus on va mutualiser ensemble, travailler ensemble, diffuser ensemble, plus le message sera fort. Et donc, voilà deux exemples très simples de mutualisation. Sur l'OMS le dit, hein, s'il n'y a pas d'environnement sain, de santé saine, si on n'améliore pas son environnement, et contrairement à ce qu'on croit, ben, ce n'est pas le choléra ou le palu qui sont les plus grands contributeurs des pathologies de l'environnement, ce sont les maladies chroniques, hein, les AVC, les cardiopathies ischémiques, les cancers en premier. Et je passe directement pour vous parler des déterminants de santé. Léonie l'a abordé, il ne faut pas confondre les professionnels de santé et les professionnels du soin. Le ministère de la Santé est un ministère des soins. Seulement 1 à 2% du budget est consacré à la prévention, dont essentiellement, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Et sur le dépistage du cancer du sein et du côlon. Donc, bien évidemment, tout ça est important. Mais en termes de santé et environnement, je vous donne un exemple. Le budget de l'ARS PACA est de 17 milliards. Le budget santé et environnement, c'est 2,3 millions. 17 milliards, 2,3 millions. En Ile-de-France, c'est encore moins, c'est 2 milliards. Et pourtant, le Lancet, qui est la revue de référence médicale, vient de sortir un papier où les décès liés aux pollutions modernes, pollution chimique, pollution de l'air moderne, hein, avant les anciennes, c'était le charbon, c'était l'insalubrité de l'eau, a dépassé le tabac, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et là, vous voyez sur cette diapo, bien loin devant les violences, la tuberculose, la malaria, la drogue ou l'alcool. Et donc, la conclusion du Lancet, c'est que les 3 grandes problématiques actuelles du monde, c'est-à-dire la pollution, vous voyez, c'est la première cause de mortalité dans le monde, et donc une morbidité extrêmement du changement climatique et la perte de biodiversité sont étroitement liés. Voilà un premier exemple, ces problèmes sont intimement liés et les solutions apportées à chacun profiteront aux autres. Donc, ça veut dire qu'il faut en effet gérer le problème ensemble avec cette vision globale. Moi, quand je fais des cours, je vais par exemple cours à l'école des mines de Paris, à Paris Tech, j'essaie justement de leur donner ce recul, cette vision globale, de ne pas être dans son silo et voilà, d'ouvrir les chakras, hein, ça fait un petit peu bouddhiste, mais justement d'avoir cette vision globale, ce recul. Comme quand vous êtes devant un malade, le malade, il faut avoir le recul pour le voir dans son ensemble avec ce qui l'entoure. Et dans les déterminants de santé qui sont là, le système de santé, le système de soins, ça n'est que 12 à 20%. Alors évidemment, à Montluçon, ils ont supprimé le service des urgences, notamment la nuit, comme à Bordeaux. Si vous avez un infarctus à Montluçon, là, peut-être que le système de soins
va représenter un pourcentage plus important et que vos chances de survie vont diminuer. Mais sinon, c'est quoi? C'est les conditions socio-économiques, culturelles, c'est tout ce qui vous entoure, votre travail. Et c'est pour ça que vous, chercheurs, comme les élus, comme les agents des collectivités, comme les professeurs, sont des acteurs de santé. Nous, on s'est associés donc aux vétérinaires. Ils ne sont pas qualifiés de professionnels de santé. Les professionnels de santé, c'est les infirmières, les sages-femmes, les médecins. Alors qu'évidemment, ce sont des professionnels de santé. Il faut qu'on change leur dénomination, mais les acteurs de santé. Nous tous avons un rôle, ne serait-ce que vous dans vos recherches et dans la diffusion de ces recherches, pour faire progresser justement la connaissance et cette vision globale. Je passe directement à un élément qu'on connaît mal, et là aussi où l'absence de formation est importante. J'ai été donc invité par l'Office français de la biodiversité pour parler de la nature, des effets positifs de la nature. Et même les employés de l'Office, pourtant très motivés, pensaient que c'était que du bien-être. Léonie l'a dit, hein, le bien-être fait partie de la santé. Ce n'est pas seulement l'absence d'infirmité et de pathologie, c'est aussi un bien-être physique, mental et social. Eh bien, regardez ce chiffre, le risque de mortalité toute cause en cas de contact avec la nature, c'est moins 31%, hein, 0,69, moins 31%, avec moins de diabète, moins de morbimortalité extrêmement importante. Eh bien, ça, ils ne le savaient pas. Eh bien, donc, ça, c'est grâce à des études. Il faut donc arriver à diffuser, il faut donc arriver à former ensemble ces éléments. C'est ce que nous avons essayé de faire au grand congrès qu'on a organisé l'année dernière. C'est parti d'où? C'est parti en fait d'ONG comme nous. Alors on nous traite de militants. Non, on n'est pas des militants. Nous, on se veut une ONG de professionnels de santé. Alors elle s'est fait ça encore plus, évidemment, puisque c'est une société savante. Mais que de professionnels de santé, donc il y a tout intérêt à dire des choses très sérieuses. Donc je dis, nous sommes des scientifiques. Et par la bonne volonté de quelques-uns, souvent ça part de quelques-uns, comme mon asso s'est créé autour d'un repas de labo il y a 15 ans, où 3 personnes ont levé la main pour essayer de dire on va essayer de faire quelque chose. Eh bien, là, avec nos alliés, vous les voyez, plutôt des environnementalistes, FNE, FRB, Humanity Biodiversity, on s'est rapproché des vétérinaires. Et on s'est alliés ensemble pour essayer de promouvoir ce concept d'une seule santé. Et on a fait venir à cette conférence organisée avec AgroSup. AgroSup nous a rejoints, eh bien, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des enseignants, des chercheurs, etc., etc. Tous des acteurs de santé pour produire des recommandations sur la formation, sur les biocides et les antibiotiques, sur le microbiote, les microbiotes, hein, puisque vous savez qu'il n'y a pas de bon équilibre si on n'a pas des microbiotes équilibrés. Je vous donne juste cette étude qui est toujours incroyable. Les perturbations du microbiote intestinal surviennent avant les symptômes d'autisme. Et si vous rééquilibrez ces microbiotes, hein, donc on l'analyse, on fait des greffes de sel, eh bien, les symptômes d'autisme diminuent. Est-ce que vous vous rendez compte? Autre exemple incroyable, une femme enceinte qui accouche, son bébé n'est pas au contact des sécrétions vaginales, anales de la mère lors de l'accouchement. Donc, on commence à tartiner à la main l'enfant avec les sécrétions de la mère. Et maintenant, une étude a été faite sur le premier biberon de l'enfant. L'enfant vient de naître, son premier biberon, donc il est né par césarienne. Et dans ce biberon, on met des sels de la mère, alors 20% quand même. Et en une semaine, le microbiote intestinal de l'enfant est redevenu normal parce que le microbiote protège, améliore le système immunitaire, protège des maladies chroniques. Donc en fait, tout ça est parti d'ONG, curieusement, vous voyez, avec de la bonne volonté. On est allé chercher tous ces gens, ils nous ont rejoints, on a créé une alliance santé-biodiversité, des chercheurs sont venus, des chercheurs, des gens du CGEDD, des gens de l'INRAE, des gens du CEREMA, des gens des ministères, mais à titre individuel. Donc, ce concept où tout est interconnecté, on ne peut pas être en bonne santé si notre environnement n'est pas sain, eh bien, tous ces gens se sont mis ensemble pour essayer de travailler ensemble sur ces sujets et donc donner ces recommandations. J'avais fait aussi quelques topos, notamment invités par le CNRS, c'était le CEREJ à Marseille, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et là aussi, le CNRS a fait l'université d'aider sur l'air et ils étaient très heureux, et moi aussi très heureux de présenter les effets
les effets médicaux de leurs recherches sur les particules, etc. Et ces relations entre gens de terrain, si vous voulez, acteurs de terrain et acteurs scientifiques, acteurs de santé aussi, nous ont beaucoup apporté les uns les autres. Donc, il faut décloisonner, on le demande au niveau des ministères. Rassurez-vous, c'est très, très long. Hein. Bien sûr, dans les propos, on va vous dire que le ministère de l'Écologie travaille parfaitement avec le ministère de la Santé, parfaitement avec le ministère de l'Industrie, de l'enseignement, puisque c'est un élément fondamental, l'enseignement et l'éducation à l'environnement et à la santé. Eh bien, en réalité, tout ça a du mal à se mettre en place. Et donc, voilà, le message est là. Ça peut venir d'en bas, ça ne vient pas forcément de financement de recherche, mais il faut s'ouvrir, élargir notre vision, aller chercher les alliés où ils sont et penser que c'est le message qui compte avant ces querelles de chapelle. Voilà, c'est un peu dur, hein, je sais, comme fin les querelles de chapelle, mais bon. Voilà. Bon appétit. Et aux questions là, en haut à gauche. Bonjour Pierre, je suis Elisabeth Lancia. Je ne pensais pas pouvoir être là, mais je suis ravie de vous avoir entendu. Je suis la présidente de la Société francophone de santé environnement. Et j'ai retenu de chacun de vos exposés quelques mots-clés, en fait 3. Yoni, vous avez indiqué que chacun devait se sentir soignant, même quand il n'est plus. J'en ai ressenti un mot qui, je crois, est intéressant, c'est celui de légitimité. C'est-à-dire donner de la légitimité aux gens et les convaincre que dans quelque situation qu'ils se trouvent, ils peuvent agir sur la santé environnement et sur d'autres sujets de Et l'autre mot-clé que j'ai trouvé important dans l'intervention de Pierre, c'est la mutualisation, effectivement, qui va avec décloisonner. En fait, le point commun de tout ça, c'est faire sauter les murs entre les disciplines, faire sauter les murs à l'intérieur de chacun d'entre eux. Voilà. Si je peux rebondir sur ce concept de légitimité, ça me semble hyper important, d'autant qu'on est dans un moment où on a tendance à beaucoup entendre qu'il y a eu un conflit entre profanes et sachants, où les profanes auraient des avis sur tout, mais ne sauraient rien. Et il y a une espèce de tension comme ça, avec tout ce courant conspirationniste, toute cette décrédibilisation de certains propos scientifiques qui heurtent beaucoup les scientifiques, et ceux qui n'en sont pas les scientifiques se sentent autant heurtés parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc, en fait, pour résoudre ce conflit-là, à mon sens, arriver à dire qu'on est tous et toutes légitimes à prendre la parole sur les questions de société scientifique et non scientifique permet de faire science et de produire connaissance sans avoir à s'opposer, à ce que les uns s'opposent au discours scientifique et les autres s'opposent au discours profane. En fait. Si dès le départ, on construit une science plus démocratique, une production de connaissances plus démocratique, on atténue, à mon avis, beaucoup les gros conflits auxquels on a affaire en ce moment sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a une autre question qui m'a envie de s'articuler avec le projet Maladie Crohn sur l'île, parce qu'on a un peu les mêmes. Je pense qu'on est vraiment sur la même tension que nous. Le projet sur la maladie Crohn, formule comme ça, c'est ça. Le projet au mois de mai, ça peut être piloté, c'est uniquement sur la région sud, ou bien c'est. Vous m'entendez pas? Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Je sais, là, ce que vous nous avez présenté, c'est uniquement sur la région sud, ou est-ce que c'est aussi développé régionalement? Comment ça s'articule? Non, bien sûr, c'est une affaire nationale. Il y a quelques semaines, nous avons fait le suivi, évidemment, qui s'est déroulé à Paris, à la Maison des vétérinaires, hein, puisque c'est la fédération des syndicats vétérinaires, donc toutes nos associations sont nationales, donc on a été rejoints par la SFSE, d'Elisabeth Lancia, par la Société française du droit de l'environnement, par le comité français du ICN.
Donc, vous voyez au départ, un petit noyau d'ONG sont rejoints par, et donc des éléments, des experts de chaque discipline sont rejoints. Donc, c'est vraiment une affaire nationale. Là, notre projet, c'est d'arriver, donc toujours faire des propositions au gouvernement, ça c'est souvent le plus frustrant, hein, je ne vous cache pas, mais aussi diffuser. Donc là, on est en train de co-construire avec des vétérinaires, des sociologues, des médecins, des outils pour aller faire de l'éducation sur ce sujet, pour faire comprendre ce concept One Health, notamment vers les jeunes, puisqu'ils sont très sensibilisés. Il y a une fresque santé biodiversité qui va être promise. Il y a la fresque du climat, mais il y a une fresque santé biodiversité, un outil assez ludique qui va être mis en place, des MOOC qui vont être mis en place. Donc maintenant, on essaie de développer ces messages vers le gouvernement, vers l'éducation et vers les entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui se sont engagées, donc c'est le troisième volet, comment essayer de le faire intégrer ce concept, même si dans la RSE, ils commencent à s'y intéresser. Et donc, c'est le troisième volet. D'ailleurs, à cette réunion, il y avait une spécialiste des entreprises, Nathalie Jiménez, et de la RSE. Donc, voilà. Donc, d'un petit noyau, ça s'élargit en termes de compétences et en termes d'objectifs et de stratégie. D'autres questions? Merci pour l'intervention. Est-ce que le manque de porosité entre les mondes vétérinaires et médicaux sont une spécificité française? C'est un petit peu l'impression que ça a donné lors de la crise Covid notamment. Pierre, tu veux répondre? Oui, écoutez, j'avoue que je connais mal ce qui se passe en Europe, mais je crois qu'il y a certains pays où les vétérinaires ont fait des vaccinations Covid, puisqu'ils avaient faire des tests PCR, puisqu'ils avaient les moyens. Et en France, je vous donne deux exemples. Donc, les vétos ne sont pas des professionnels de santé. Deuxièmement, il s'est créé des communautés professionnelles territoriales de santé, c'est-à-dire un regroupement d'acteurs locaux, pharmaciens, infirmières, médecins, kinés, etc., pour mettre en commun, assurer la continuité des soins, faire de la prévention, notamment en santé et environnement. Et les vétérinaires n'y sont pas. Donc, on a réclamé à ce qu'ils y soient. Exemple très simple, il y a un virus, l'hantavirus, porté par des campagnols dans des régions agricoles où il n'y a que ces campagnols. Et là, l'apport du vétérinaire qui dit attention, on a ce virus-là, donc le taux de létalité peut être très important chez l'homme, hein. C'est important. Donc, vous voyez, un exemple simple de cloisonnement, on réclame ce que les vétos rentrent dans les communautés professionnelles territoriales de santé, ça nous paraît une évidence. Eh bien, pour l'instant, c'est non. Et comment est-ce qu'on peut justement changer ça? Est-ce qu'il y a des... C'est un bon exemple de silo à casser, quoi, très clairement. Déjà, dans l'éducation et dans la formation, ça commencerait par être une bonne base, parce que historiquement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la France a une spécificité, son rapport à l'animal et son rapport au vivant est très particulier. Il y a une historienne qui s'appelle Valérie Chancillot qui a travaillé sur ces rapports spécifiques des Français. Elle donne par exemple l'ouvrage le plus vendu en Angleterre au XXe siècle, c'était, enfin du XIXe, début du XXe siècle, je crois que c'est à peu près ça, c'était Histoire de Selborne, et c'était donc Gilbert White, qui est un entomologiste, qui a créé un ouvrage pour classifier les animaux et qui s'intéressait au monde animal, qui le décrivait. Ça a été le bouquin le plus vendu en Angleterre après la Bible et Shakespeare. Et le plus réédité, il a été réédité 200 fois, tellement les Anglais étaient fascinés par ce qu'ils étaient en train de découvrir sur le monde animal. Nous, quand on regarde en France, les achats, à l'époque, on n'avait pas encore tous nos téléphones, quand on regarde les années 90-2000, le nombre d'achats de revues, par exemple, animalières sur la biodiversité, on est à des chiffres tellement bas qu'aucun éditeur ne veut aller là-dedans. Quand on regarde les chiffres en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est énorme. Les gens s'abonnent à des magazines pour, dans le métro, regarder des oiseaux, regarder des vivants, s'intéresser à la biodiversité. Donc, on a quand même un imaginaire en France très particulier, historiquement marqué, alors même que la profession vétérinaire est une création française. Hein, c'est la première école du monde vétérinaire a été créée en France. Donc, il y avait un intérêt pour l'animal, mais un intérêt économique, un intérêt militaire, et pas du tout un intérêt pour une fascination pour le vivant en tant que tel. Et donc, aujourd'hui,
Nous, on a été très marqués par Descartes, qui nous a bien dit que la science devait servir la santé humaine. C'était ça son objectif, et que le reste n'était qu'un résidu d'espace géométrisable à manipuler pour servir l'humanité. On est très, très fortement marqués par ça, et les médecins ont, dans leur formation, intégré le fait qu'ils devaient être valorisés parce qu'ils préservent la santé humaine, ce qui est très bien et ce qu'il faut qu'ils continuent à faire. Mais on ne leur a pas enseigné qu'ils avaient une vocation à soigner l'intégralité du monde par leurs compétences techniques sur le soin humain. Mais je pense que c'est là que ça se joue, en fait. C'est commencer dans les écoles métaux, dans les écoles de médecine, à faire l'interdisciplinaire. Et ça commence à peine. Hein. C'est vraiment balbutiant. Donc c'est à nous d'y rentrer, quoi. Léonie, si je peux rajouter quelque chose, on en a parlé hier sur la motivation à agir. On est tous sensibilisés au changement climatique, à la triade, la pollution, le changement climatique, la perte de biodiversité. On est tous sensibilisés, mais on n'agit pas. Et donc, on a revu une étude sur moi, nous et les autres. Et en fait, pour agir, il faut avoir conscience des effets de l'environnement sur soi, avoir conscience des effets que l'on fait soi sur son environnement et avoir conscience qu'on peut essayer de faire quelque chose. Et si on dilue, qu'on dit c'est les autres vont s'en occuper, on n'agit pas. Et donc, quand je parlais à l'école des mines, donc Léonie ne m'a pas contredite, aux élèves, je leur dis faites-le pour vous. Vous n'allez pas, faites pas pour sauver le monde, vous faites une petite action. Ça, c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'éco-anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, hein, sur la stade J. Faites un petit quelque chose et après vous allez entrer en cohérence avec vous-même et vous allez continuer. Et je prends toujours l'exemple, on me dit mais la cohérence c'est quoi? Je prends toujours l'exemple de ma belle-mère, ma femme n'est pas là. Elle va acheter des fruits et des légumes, vous avez deux magasins, un magasin bio, un magasin non bio, elle est le moyen, hein, bon, pas de problèmes sociaux là. Elle va aller au non bio d'office. J'ai dit mais pourquoi vous n'allez pas au magasin bio, hein, ça diminue la morbimortalité, etc. Elle me dit, ben, parce que je ne suis pas malade. Donc, elle est cohérente avec elle. Elle ne va pas au bio parce qu'elle n'est pas malade. Il faut trouver la justification. Voilà. Mais si vous commencez une petite action, une petite interrelation avec les autres sociétés, eh bien, vous allez entrer en cohérence et vous allez continuer à agir. Mais là, j'ai pris la place de Léonie, hein, tu m'excuses. Je vais me permettre de remarquer. Au début, tu as dit que le concept de One Health avait un peu été mis en avant pour embarquer l'environnement dans la santé et du coup, vu qu'on n'avait pas réussi à protéger la biodiversité jusqu'à présent, si on l'embarquait dans la santé, peut-être qu'on allait la protéger. Et je me demandais quels éléments factuels il y avait pour aller dans ce sens-là, parce que j'ai jamais vu ça. Alors là, pour le coup, ça ne sort pas d'une étude scientifique, mais plutôt de tout ce que j'entends en permanence dans les collectifs One Health, dont Pierre fait partie et dont beaucoup d'autres gens de toutes disciplines font partie. Ils avaient une sensibilité environnementale, ils avaient une considération écologique très forte, et ils se le disent tous entre nous. Et si la santé, parce que ça appelle l'individu en tant que tel, ça pouvait être un moteur d'action un peu plus fort que juste parler d'environnement. En fait, en changeant les termes, on mobilise un peu plus les individus. Après, c'est peut-être pas fondé sur une étude scientifique. Alors, ce qui va dans le sens là, j'ai pensé beaucoup, c'est que j'avais lu que les Français, quand ils mangeaient du bio, c'est parce qu'ils pensaient que c'était bon pour la santé. Oui. Alors que les études montrent qu'en moyenne, c'est meilleur pour l'environnement. Tout à fait, j'ai lu les mêmes choses. Mais preuve, quand même, ils se mobilisent pour eux-mêmes d'abord. Ma deuxième remarque, c'est que j'ai entendu parler de. Moi, je suis écologue, j'ai pas mal entendu parler de biodiversité, mais j'ai pas entendu parler d'écologue et de sciences, de chercheurs en sciences de l'évolution. Et je me demandais, alors je connais des cercles où les écologues et les sciences de l'évolution sont embarqués dans One Health, mais je me demandais, j'en ai pas entendu parler par contre. J'ai cité deux fois le mot écologue. Mais, par exemple, on travaille avec Serge Morand, pour connaître ici, et des tas d'autres qui. Il y a Marion Bitcock, je ne sais pas si c'est lui qui parle, mais ils sont quand même dans le réseau, et à mon avis, ils sont beaucoup trop peu, parce que justement, One Health, je ne sais pas si vous voyez l'incohérence du truc, moi ça me rend complètement dingue, je n'ai pas de craie là pour le faire, mais si, j'ai une craie. Ils ont quand même pensé One Health comme ça, alors tiens, désolé, tu ne vois pas,
où ils ont dit, voilà, il y a la santé humaine, il y a l'homme, il y a la nature, en gros, l'environnement, ce qui s'appelle l'environnement, et puis il y a les animaux. Donc, ils se sont dit, à partir de ça, je ne sais pas si tu as ou pas, ils se sont dit, donc c'est 3 cercles croisés comme ça, en se disant, One Health, c'est ça, One Health, c'est ce croisement ici de l'environnement des hommes et des animaux. Et donc, vous avez ce slogan partout, cet affichage partout. Moi, je vois ça, je me dis, c'est pas possible quand même, ils n'ont pas fait ça. Donc, leur idée, c'est de se dire que les vétos allaient croiser des médecins, qui allaient croiser des biologues, mais à quel moment on place l'homme dans un bout des animaux, dans un bout de la nature complètement dissocié de la nature? À quel moment on met les animaux à côté comme ça, en toute logique, on fait un truc avec les créatures, et à l'intérieur, il y a les animaux, et à l'intérieur, ici, il y a les hommes. Et là, on parle de One Health, on peut mettre un titre, mais c'est quand même incroyable que les organisations institutionnelles mettent par tout ça. Vous allez dans les écoles véto, vous allez dans les écoles de médecine, ils vous mettent ce schéma. Ils sont très fiers de dire qu'ils ont pensé la santé comme intégrée et qu'ils se sentent considérants de tous les vivants, quels qu'ils soient. C'est fou, ça ne vous paraît pas fou, vous, de voir des choses pareilles? Mais sauf que ça a heurté personne. Ça a heurté personne au point où ils ont continué de le mobiliser. Et quand vous tapez sur Google One Health, vous tombez sur ce merveilleux schéma qui vous dira que les hommes sont en dehors de la nature. Alors, on va avancer bien loin avec ça, quoi. Mais bon, bref, c'est pour dire qu'on en parle, on est tous d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'on pense la santé de façon intégrée, que l'écologie soit la... ce à partir de quoi on pense le reste. Et pourtant, même quand on essaye, on voit que notre paradigme naturaliste cartésien bloque. Et du coup, je reviens quand même sur les sciences de l'évolution. Je reviens sur les sciences de l'évolution. C'est quand même important de les impliquer. Enfin, j'imagine que tu as ça en tête, mais... J'ai ça en tête, mais c'est très bien de le redire et de me le remettre pour que je sois très... Je pense que le grand public, et souvent que les médecins sont vraiment très étrangers aux sciences de l'évolution. Oui, ça montre pas mal. Oui, je retiens la remarque importante. Je confirme, si c'est un volontaire pour entrer dans l'Alliance, dont Serge Morand, écologue bien connu, fait partie, on peut en discuter, bien entendu, avec plaisir. J'avais une remarque, c'est un peu le lien avec ce que vous avez dit depuis le dépôt précédent. Vous avez entendu précédemment la lourdeur que ça a été pour, à l'intérieur d'une catégorie de laboratoire d'analyse médicale auquel on devait rattacher les centres de séquençage du plan français de Montigny, pour arriver à ce que dans ce cadre, on puisse faire certaines actions ou faire agir certains acteurs, médecins ou qui avaient une connaissance utile, et qu'il fallait passer par des révisions réglementaires, et c'est extrêmement lourd. Pour créer le métier de conseiller en génétique, ça a été fait dans une révision de loi de bioéthique. Donc, je veux dire, on a en France une organisation qui est très tournée vers la protection. Non, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas, en tout cas dans le domaine de la santé humaine, la protection des individus par des choses très, très cadrées sur il faut avoir fait telle formation, une telle responsabilité, il y a tel type de gens qui ont une telle caractéristique, qui doivent avoir telle responsabilité pour faire ça. On est là-dedans, en fait. Et donc, pour faire entrer les vétérinaires dans le professionnel de santé, derrière ça, ce n'est pas juste changer, rajouter une ligne à une liste de professions. Il y a tout cet arsenal législatif réglementaire qui réglemente les professions qui ont des responsabilités vis-à-vis de la société, qu'il faut mobiliser derrière. Donc, c'est pour changer le texte de loi, pour changer les textes, pour changer la représentation. Oui, on n'est que là pour l'instant. C'était juste une remarque. Oui, c'est très juste. On va s'arrêter. Si je peux faire par rapport à ça, en fait, quelque part, c'est paradoxal, qui est donc cette injonction de protection légale, et que, paradoxalement, il n'y a pratiquement rien en prévention des maladies. Donc, le concept de prévention, c'est quand même très surprenant.
Pierre, tu voulais finir sur quelque chose? Oui, c'est pour dire que donc avec la Société française du droit de l'environnement et toute notre alliance, il y aura une proposition de loi qui a été en cours de finalisation qui sera envoyée au futur ministre en espérant que ça passe pour la rendre très officielle, ce concept une seule santé, enfin One Health, voilà. On va rester sur ce slogan pour faire simple. Et le problème, c'est ça, c'est je vous ai pas mis, mais en 2012, le budget de la Sécu, au régime général, c'était 112 millions, 123 millions, pardon, 123, et en 2020, on était à 200. Et le nombre de maladies chroniques ne fait qu'augmenter. Il y a plus de 20 millions de gens qui ont des maladies chroniques. Par exemple, vous avez l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique, mais vous n'êtes pas affection longue durée, on ne l'est plus. Et donc, ce nombre de patients malades, diabète, maladies cardio-neurovasculaires notamment, augmente de plus en plus. Donc, si notre système de santé veut survivre, qui est très bon à mon sens, hein, c'est mon grand slogan, si on ne veut pas remplacer la carte verte vitale par la carte bleue, il faut qu'on fasse plus de prévention. Et ça passe par une prise en compte globale de la santé, comme on l'a expliqué là, en fin matinée, maintenant. Merci infiniment pour cette intervention à deux voix parfaitement complémentaires et qui illustre bien la nécessité de l'interdisciplinarité. L'intéressant ce matin, c'est qu'on avait à la fois un plan qui était lancé par les pouvoirs publics, un plan qui était lancé par les pouvoirs publics, et là, à l'inverse, une initiative qui part du terrain et où, dans les deux cas, l'interdisciplinarité est effectivement nécessaire, essentiel, je ne sais pas comment le dire, pour pouvoir mener à bien un objectif de santé. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci pour l'invitation.